Sur l'estive du Retz, qui fait partie du groupement pastoral du Retz Bentaillou, dont je suis le président depuis 20 ans et en même temps éleveur et berger, puisque c'est une estive qui a toujours été gardée, en l'occurrence par moi-même au départ, et puis par la suite par des bergers salariés, puisque je ne concevais pas, disons, le gardiennage de ces estives sans des bergers permanents, quoi. Sans parler de la réintroduction de l'ours. Il faut savoir que cette estive, elle a été à un moment donné abandonnée même. Parce que le berger qui m'avait enseigné le métier il y a déjà 35 ans, qui est décédé aujourd'hui, le jour où il a disparu, l'estive a été, disons, un peu abandonnée par les éleveurs. Et donc, le seul qui était resté, c'était un éleveur de la vallée, et il avait qu'une quarantaine de brebis, donc il les lâchait, comme on dit. Et ces brebis, bon, elles ne restaient jamais pratiquement sur le versant français, elles partaient toujours sur le versant espagnol. Donc l'estive s'est dégradée pendant ces années-là. Et c'est vrai que bon, l'année où j'ai décidé de revenir sur cette estive, il y avait vraiment du travail à faire. On a fait venir des vaches sur les quartiers bas pour que cette refermeture du milieu s'arrête. Et puis en même temps, bon, on a essayé de faire revenir des éleveurs aussi en créant le groupement pastoral. Ce qui n'a pas été chose très facile dans la mesure où ici on voulait surtout consacrer cette estive à la race cassionnaise, parce que c'est une race qui avait disparu aussi. Et par mesure de pollution, on va dire, génétique, on ne voulait pas d'autres races sur l'estive. Donc ça n'a pas été chose facile. Bon, on a pu trouver des éleveurs qui étaient intéressés par cette race. Actuellement, bon, on a 2 éleveurs de plus. Voilà, donc c'est une estive qui tourne normalement, mais c'est vrai que depuis que l'ours a été réintroduit, on a des gros problèmes au niveau de la conduite du troupeau et surtout des circuits des bêtes, puisque l'ours c'est quelqu'un d'imprévisible, on va dire, qui fait que bon, les éleveurs et surtout les bergers le vivent très mal, hein, dans la mesure où, comme je disais, c'est une nouvelle forme de terrorisme en montagne, à savoir que cette bête, hein, où ces individus tapent quand on ne s'y attend plus, et tapent maintenant régulièrement, quoi. Et donc la procédure qui existe actuellement, c'est que bon, on nous indemnise que sur la valeur des bêtes qui sont retrouvées, donc ça pose le problème de retrouver ces animaux. C'est pas chose facile, à savoir que jusqu'à l'année dernière, les ours attaquaient plutôt dans la zone basse, c'est-à-dire à la limite de la forêt. Donc quand il attrape une brebis, souvent il la tire, il l'amène en sous-bois et il la dévore en sous-bois. Et après, bon, elle est malheureusement souvent terminée par les vautours, quoi. Donc il faut que le berger soit très réactif par rapport à ça. Et c'est pas souvent le cas, puisqu'en même temps, il faut qu'il gère, suite à l'attaque, le stress du troupeau, parce que le troupeau, souvent, il s'éclate. Les bêtes, bien sûr, sont un peu traumatisées. Donc, il a de la peine déjà à regrouper les bêtes pendant 2-3 jours. Et en même temps, il faut qu'il gère le problème donc, de la mortalité en tant que telle. Parce qu'il faut savoir que les bêtes qui sont par la suite retrouvées, seules sont ces bêtes qui seront indemnisées. Donc ça fait partie du travail, hein, mais c'est une surcharge, je dirais, du travail en plus. Après, il y a le problème de la sécurité aussi, parce que bon, il faut savoir que le berger, il sait pertinemment, parce que c'est les experts qui nous l'ont dit, que l'ours peut très bien ne pas dévorer sa victime, on va dire, en totalité, le jour même. Donc il est fort possible que le lendemain ou le surlendemain, il revienne sur les lieux de sa prédation pour finir l'animal. Donc on n'est pas du tout, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait une confrontation, même corporelle, on va dire, entre le berger et l'ours, quoi, hein. Et c'est ce que je redoute le plus en tant que président de groupement, puisqu'on est quand même responsable de nos salariés. On nous oblige par exemple à avoir un document qui s'appelle l'évaluation des risques. C'est un document par rapport à l'emploi, c'est tout ce qui touche, on va dire, la sécurité au niveau de l'emploi. C'est un document obligatoire chez tout employeur, donc chez toute entreprise. Et alors, c'est ce qui est quand même assez impressionnant et assez fort, c'est que sur ce document, il est nullement question de l'ours. Or, pour nous, l'ours, c'est le sujet principal, et c'est le sujet qui nous pose le plus de problèmes actuellement, parce que bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des accidents dus aux chutes de pierres, à la foudre, etc. Mais l'ours, bon, actuellement, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes, dans la mesure où les bergers sont confrontés à ce problème pratiquement et maintenant toutes les semaines, quoi. C'est pratiquement une attaque périodique hebdomadaire, quoi. Donc suite à ça, on a été obligé de doubler les postes de berger. C'est pas forcément rentable, mais bon, c'est par mesure de sécurité. Et voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui ont travaillé comme moi dans le temps, il y a encore 4-5 ans, on a travaillé ici, c'était du bonheur pour tout le monde, pour le troupeau, pour le berger. Et malheureusement, ce temps-là est résolu, puisqu'il est passé.
on tape dans une nouvelle période où là j'espère qu'il y aura peut-être une réaction au niveau des éleveurs. Parce que ce qui est certain, c'est que moi le premier, on est tous découragés plus ou moins. On ne peut pas continuer de travailler dans ces conditions. D'abord parce que bon, on est éleveur avant tout, on aime nos bêtes, on n'aime pas les voir souffrir. Il faut savoir aussi que l'ours est un des seuls prédateurs qui ne tue pas sa proie. Il la dévore vivante, il faut le savoir. Donc nous, quand on nous fait des grandes théories sur le bien-être animal, parce que Dieu sait si on est contrôlé à ce niveau-là en tant qu'éleveur, ben, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient à dire à propos de l'ours, puisque je vous dis, les bêtes meurent ou sont blessées dans des conditions atroces, ce que l'éleveur ne supporte pas. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, on a une agnelle qui a été attaquée, elle avait le poitrail arraché, on lui voyait les poumons, on a essayé de la soigner, mais c'était impossible. Donc cette bête, il a fallu l'euthanasier à la force. Mais c'est vrai que tout éleveur, bon, ben, il n'aime pas voir les bêtes souffrir. C'est comme ça. Bon, on a beau dire qu'on a des primes derrière, qu'on a une indemnité, ça ne suffit pas. Bon. Après, il y a aussi le problème que eh bien, on n'est jamais tranquille, quoi. Je veux dire, on sait très bien que chaque nuit, on redoute l'attaque. Alors, pour déplacer les habitudes, parce qu'on nous obligerait presque à les clôturer, à les mettre dans des parcs, ça c'est totalement, comment dirais-je, inapproprié, mais inapproprié à nos savoir-faire. La montagne, j'estime qu'elle elle doit rester la montagne, c'est-à-dire elles ont des couches attitrées dans la montagne. Et comme je dis, bon, si l'ours va en choper une dans la couche, il en chopera une, il en fera peut-être dégringoler d'autres. Mais je veux dire, si on les met dans des parcs, ça sera pire, parce que le fait de sentir la présence de l'ours, on l'a vu pour le loup, et ça a été validé par les éleveurs dans les Alpes, ils ont beaucoup plus de casse en regroupant les animaux le soir dans des parcs que s'ils les laissaient à la limite sur des couches naturelles, quoi. Donc nous, on refuse ce genre d'obligation qu'on nous impose. C'est exactement le même problème avec les patous. Bon, les patous, c'est peut-être des chaînes de protection, mais j'ai jamais entendu dire des anciens que le patou pouvait faire, disons, office de chaîne de protection par rapport à l'ours. Pour le loup, je suis tout à fait d'accord, mais pas pour l'ours. L'ours, c'est un animal quand même d'une taille différente. Je ne vois pas comment un patou pourrait, disons, pourrait attaquer un ours déjà. Et de toute façon, bon, pour faire de l'alarme, nos chiens le font suffisamment, quoi. Un chien, ça aboie, bon. Donc, après, il y a le problème de la randonnée aussi, hein. On n'est pas les seuls utilisateurs en montagne. Il faut savoir qu'en montagne, il y a de plus en plus de randonneurs. Les patous qui sont dressés dans cette optique, pour eux, tout étranger, à savoir même un randonneur, c'est un ennemi potentiel. Donc un ours, pas forcément, mais un randonneur, qui peut arriver à tout moment, peut être agressé par un patou, dans la mesure où, pour lui, c'est quelqu'un d'étranger au troupeau. Et donc, si le randonneur n'est pas trop au courant, il peut se faire mordre. On a malheureusement des cas de patous qui attaquent régulièrement dans les faits divers. Il n'y a qu'à voir les journaux dans les Alpes. Et pire que ça, on a des gens même qui se retrouvent au tribunal suite à ça. Parce que bon, effectivement, le patou n'est pas du tout un animal facile à gérer, quoi. Donc pour moi, en tant que président, c'est exclu, hein. Sur le Bentaillou, il y a les patous parce que ça a été le choix de certains éleveurs. Mais moi, sur Urette, j'ai toujours refusé le patou dans la mesure où on est sur un passage, on est sur un GR et on a de la randonnée en permanence. Donc je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des problèmes. On en a eu un il y a 2 jours, des chiens qui se sont battus avec les nôtres. Ça a déjà posé un problème puisque le berger s'est fait mordre, le randonneur aussi s'est fait mordre. Bon, et c'était pas les patous, c'était que les chiens bergers. Pour vous dire si bon, ce genre de problèmes, on les a pas besoin en plus du reste, quoi. Voilà. La conclusion de tout ça, c'est que bon, ben, on ne sait pas. C'est vrai que dans la vallée du Biros, vu la, disons, la recrudescence et la récurrence des attaques, beaucoup d'éleveurs se remettent en question, surtout les transhumants, et à savoir le coût économique, parce que bon, on a quand même des résultats au bout d'un moment à sortir, hein. On est quand même des entreprises agricoles, on a du revenu à sortir nous-mêmes en tant que professionnels. Il arrive un moment où bon, si on doit perdre trop d'argent, c'est pas la peine. C'est vrai qu'en quittant la montagne, on perd beaucoup, parce que moi, il y a eu aussi une attache, disons, sentimentale, hein. J'ai été élevé ici par des bergers, donc si je dois quitter la montagne, ça sera vraiment le cœur brisé, quoi, hein. Mais bon, on verra après. Bon, on verra après peut-être comment réagiront les gens, comment réagiront ceux qui ont décidé qu'à un moment donné c'était le prédateur qui était devenu l'enfant roi. Je ne sais pas. Il y aura certainement des conséquences écologiques et des vraies, je pense, parce que ceux qui vous donnent des grands discours au nom de la biodiversité, ceux-là souvent ne connaissent même pas la nature. L'écologie, on la pratique tous les jours, hein. On ne fait pas des grands discours, mais bon, déjà en élevant des bêtes, on sait très bien ce que ça représente.
Je pense que le pastoralisme, c'est le pilier de la biodiversité. Si les pastoraux s'en vont de la montagne, je pense que ça sera véritablement une catastrophe écologique. Voilà, à savoir comment elle sera gérée. Ben, les solutions, en fait, je pense qu'elles dépendent d'une volonté d'abord politique, hein, certainement. C'est peut-être de reconnaître les erreurs qui ont été faites par rapport à cette réintroduction, de comprendre que bon, on est en train de menacer toute une société, la société montagnarde, et dans son cœur et dans sa profondeur. Et donc, il arrive à un moment donné où il y a un choix de société, bien sûr, où il faut se positionner, à savoir que, bon, déjà, les éleveurs, pour eux, c'est clair, la cohabitation est impossible. Hein. Elle se révèle impossible avec ces prédateurs. Donc, ce qu'on pourrait envisager, c'est que, et si les gens étaient raisonnables, parce qu'il faut quand même savoir que quand la réintroduction s'est faite, il y a eu des communes qui ont été dites communes d'accueil, qui ont donc accepté l'ours ou la présence de l'ours sur leur territoire. Où ça n'a pas été, disons, correct, c'est que ces gens-là, ces notables, ces maires, savaient pertinemment que le lendemain, le prédateur allait être chez le voisin. Donc c'est là que ça cloche et que déjà le système me paraît tout à fait incorrect. Il faudrait voir avec ces gens-là, donc qui ont accepté et qui ont signé une genre de charte d'accueil, qu'ils acceptent de reprendre ces prédateurs qui ont été lâchés dans la nature, qu'ils les clôturent, donc qu'ils les mettent à l'abri, disons, des autres troupeaux, donc ils les clôturent sur leur territoire. Mais bon, il n'est pas question d'aller faire un zoo ni une fosse à ours, hein. Il est question de donner un territoire viable pour la population existante. Alors c'est vrai que ce n'est pas une chose facile, puisqu'il va falloir vivre, des années, ou peut-être même plusieurs années de retrait, puisqu'il va falloir les retrouver, ces animaux, il va falloir les récupérer, et à ce moment-là, on les met dans ces territoires qu'on peut appeler, on peut appeler ça une réserve, hein, mais où là, disons que là, il y aura la possibilité de les rencontrer, de les voir, de les surveiller, de les étudier. Les gens qui veulent voir des ours, ils seront sûrs d'en voir, mais dans des bonnes conditions, avec bien sûr la surveillance en permanence par des gens de l'ONC ou de l'ONF, donc des gardes qui sauront vous présenter l'animal dans des conditions, disons, maximum de sécurité. Et ça permettra, disons, à tous les éleveurs voisinants de continuer de travailler dans des conditions normales, on va dire. Parce que ce qui se passe, eh bien, ce n'est pas non plus normal pour un éleveur de subir des attaques comme ça, conséquentes et puis récurrentes, parce que, je veux dire, on ne les a pas demandées, quoi, je veux dire. Il faut savoir que le loup, la réintroduction, elle s'est faite malheureusement naturellement, mais l'ours, elle a été pensée, elle a été réfléchie. Et donc, quelque part, elle a été imposée aux gens de la montagne. Et j'estime que dans un gouvernement et dans une démocratie, c'est pas juste que de procéder de cette façon-là. Alors, la faute, elle est à qui? À l'Europe, peut-être, j'en sais rien, tout le monde se renvoie la balle. Et à un moment donné, je pense que l'État, il faut qu'il soit responsable aussi de ces actes. Tant qu'il n'y aura pas d'accident, disons, mortel, et on n'en est pas du tout à l'abri, ben je pense que les gens, peut-être à ce moment-là, reverront la copie, comme on dit, et comprendront que c'est quand même des actes irresponsables que de balancer des fauves comme ça dans la nature. Voilà. Déjà, si on se lance dans une procédure, c'est exactement comme lorsqu'on a parlé du retrait des forces françaises en Afghanistan, hein, on sait très bien que ça ne va pas se faire dans l'année, vu qu'il y a une grosse logistique. Et bien là, le problème, il est à peu près pareil, dans la mesure où les ours sont disséminés sur un territoire. Bon, il y aura des adultes, il y aura des oursons, bon, il y aura une période où, bien sûr, il y aura des prélèvements qui vont se faire automatiquement. Mais disons que ça va redonner peut-être un petit peu de courage aux éleveurs, et ça va surtout les encourager au moins à se maintenir sur l'estive. Le pire, c'est que si ce programme ne se met pas en place, eh bien, les éleveurs, comme je dis, vont se décourager, les estives vont se vider, et après, ça sera l'irréversible. Ça sera l'irréversible. Et donc, je vois même pas l'intérêt qu'auront des gens de randonner sur des estives qui seront des estives mortes, et où la biodiversité, justement, va perdre de son maximum, quoi, au nom d'une espèce. Il n'y a pas des choses définies, quoi, hein. Nous, quand on a une attaque, il faut qu'on se débrouille seul, hein. Ne serait-ce qu'au niveau de l'effarouchement, et c'est un point qui est important, il faut se débrouiller seul, dans la mesure où on nous interdit bien sûr les armes,
Alors nous on travaille avec des pétards, bon, on a des batteries flashantes, c'est des batteries qui envoient des flashs dans la nuit. Bon, alors ça peut marcher un moment, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'ours peut très bien s'adapter à ce genre de dispositif. Il n'y a rien vraiment qui est prévu par rapport à ça. Alors il y a des bergers itinérants qui se déplacent aussi, qui viennent en renfort. Nous on les a utilisés sur la montagne. Il s'est révélé que même en présence de ces gens-là, les attaques elles peuvent continuer de toute façon. Il y a les patous qui sont préconisés aussi comme chiens de défense et d'alarme. Nous, on en a parlé. Bon, il y a une estive qui a accepté de les prendre. Et je vois qu'ils ont des attaques comme nous. Donc, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Non, le problème, c'est qu'on est tout à fait, pour moi, on est tout à fait démunis par rapport à tout ça. Les gens, les penseurs qui avaient fait que avec le patou et non, ces gens-là, pour moi, ils avaient tout faux, quoi. Ils n'avaient pas étudié le problème. De toute façon, c'est un problème qu'on découvre, hein. C'est une expérience que certains ont lancée et qui découvrent aussi, et même à savoir le suivi de l'ours. C'est des gens qui apprennent tous les jours, hein, qui apprennent le comportement de l'ours et qui apprennent tous les jours sur la réaction et la réactivité par rapport au berger et au troupeau. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'éleveurs et en tant que bergers, nous sommes tout à fait démunis et on est dans une phase où on estime que la seule possibilité qu'il y a, c'est de les retirer rapidement, de reconnaître l'erreur qui a été faite et de faire en sorte, parce que ça prendra peut-être plusieurs années, hein, de toute façon. Donc nous, on va encore supporter l'ours pour plusieurs années, en sachant que peut-être un jour, on retrouvera la tranquillité et la quiétude sur nos estives, parce que ce grand mot quiétude, malheureusement, il a souvent été retourné sur l'ours. On ne parlait à un moment donné sur les fameux sites qui avaient été faits au niveau du ministère de l'écologie, on ne parle que de la quiétude de l'ours. Et ça, je trouve que c'est vraiment provocateur pour les éleveurs, parce que la quiétude de l'ours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté de ça, eh ben, l'éleveur et le berger, lui, il est pas certainement dans une phase de quiétude, il est dans une phase de stress et de, comment dirais-je, de détresse même, parce que bon, il arrive un moment où on en est malheureux de voir nos bêtes mourir comme ça dans ces conditions. Et j'estime que c'est tout à fait injuste quelque part, parce qu'on n'a pas demandé ça, donc comme je le répète. Et donc j'estime qu'à un moment donné, il y a des décisions, des pouvoirs politiques qui sont peut-être durs à prendre, mais qu'il faut prendre, et puis c'est tout. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Oui, les attaques, on les a eues encore il y a quelques jours, hein, donc ben, c'est des bêtes qu'on retrouve éventrées, souvent en très mauvais état. Hein. Bon, le problème, c'est que à côté de ça, il n'y a pas forcément des indices. Si les vautours sont arrivés entre-temps, bon, il y a des perforations qui se rajoutent aux perforations des animaux attaqués. Donc c'est pas évident même pour les experts de retrouver dans une peau ou dans un cadavre exactement qui c'est qui a tué, si c'est le vautour qui a commencé ou si c'est l'ours qui a suivi. Bon, c'est pas évident, ça on le reconnaît. Mais ce qui est, disons, ce qui est triste, c'est que souvent, bon, il faut faire des pieds et des mains parce que c'est quand même une astreinte de revenir sur les endroits où les bêtes ont été tuées. C'est stressant aussi pour les bergers parce qu'on sait très bien qu'ils vivent deux fois le cauchemar. Et puis le problème, c'est que bon, on sait pertinemment qu'il y aura beaucoup d'individus qu'on ne retrouvera pas. On essaie de faire des inventaires assez souvent pour savoir où on en est au niveau du cheptel et des états des lieux, comme on dit. Et c'est vrai que pour l'instant, sur des montagnes comme Muretz où on a du brouillard en permanence, c'est quand même difficile de ramasser, disons d'affiner un ramassage en sachant qu'il y a toujours des bêtes qui vont rester dans un coin isolées parce qu'il y a eu du mauvais temps la veille, parce qu'il y a eu un orage la veille ou simplement parce qu'il y a eu une attaque la veille qui a fait que le troupeau s'est éclaté. Donc c'est des difficultés pour gérer des troupeaux, même si les troupeaux ne sont pas conséquents, c'est des difficultés parce que le relief fait que les montagnes sont difficiles. Et c'est vrai que de regrouper les bêtes aussi tous les soirs, ça impose des déplacements de bêtes sur des estives où les pentes sont extrêmement fortes. Qui dit chaque fois déplacement dit chute de pierre et dit également accident au niveau du cheptel. Donc de la casse en plus, quoi. Hein. Donc c'est des soucis en plus qu'on aurait pu s'éviter, quoi. Hein. C'est vrai que l'idéal ici, ça serait de garder les bêtes pratiquement en escabote, c'est-à-dire de les laisser tranquilles, de les laisser tourner normalement. Et c'est vrai que l'obligation de regrouper les bêtes tous les soirs, même sur des endroits où elles sont censées revenir, c'est des contraintes supplémentaires pour le berger, c'est des surcharges de travail. Et tout ça fait que bon, ça peut décourager aussi les éleveurs à la longue de savoir qu'il n'y a pas le résultat espéré à la fin de l'année, à savoir que les bêtes sont souvent pas en état puisqu'elles ont été stressées, elles ont été regroupées trop souvent et donc quelque part, la bête qui profite, en fait, c'est souvent la bête qui est, disons, qui vit sa liberté et qui mange quand elle veut et qui fait ce qu'elle veut, quoi. Hein. Autant les laisser les bêtes dans des conditions de plaine, à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller en montagne non plus, quoi. Hein.
Ce qui est dommage, c'est qu'il y a possibilité ici quand même de récupérer des animaux, de les nourrir, dans des bonnes conditions, parce qu'il y a quand même des bons herbages. Ça serait triste d'abandonner l'estive, parce qu'on serait quand même, nous les éleveurs, aussi les grands perdants de ces unités d'herbe qui seraient à ce moment-là perdues, quoi. Les Pyrénées, c'est d'abord une montagne vivante, avant tout, et une montagne en même temps sauvage. Alors ça paraît peut-être paradoxal, mais quand je dis sauvage, une montagne qui est restée, on va dire, avec son authenticité. C'est-à-dire qu'on a des pratiques ici qui n'ont pas évolué vraiment depuis des millénaires, qu'on a su quand même à un moment donné adapter, parce que bon, c'est vrai que dans le temps, il n'y avait que les éleveurs locaux qui venaient. Par la suite, il s'est révélé que les éleveurs locaux n'étaient pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse garder les bêtes. Donc on a eu affaire à des transhumants d'en bas, donc des éleveurs, pas forcément de la plaine, mais du Piémont. Donc il y a eu une sorte d'ouverture qui s'est faite au niveau aussi des Pyrénées, quoi, hein, des éleveurs. Et ça, c'était très bien. Je pense que ça fait partie des points positifs. Après, c'est vrai que il faut voir que l'espace montagnard, c'est un espace qui n'appartient pas non plus qu'aux éleveurs. C'est un espace qu'on partage. Les autres utilisateurs, vous les connaissez, il y a les éleveurs, bien sûr, mais il y a aussi les chasseurs et il y a de plus en plus de randonneurs. Donc c'est un espace qu'on partage. Et nous, on le sait pertinemment, on est sur des espaces qui sont quand même souvent régis par l'ONF, puisqu'ici on est encore sous les droits d'usage, donc qui datent de Napoléon. Donc on est sur un espace qui appartient à l'État, quoi, hein. C'est pour ça qu'on a des conventions de pâturage avec ces gens-là, à travers l'ONF. Et donc, mais par rapport à ça, il faut bien comprendre que les Pyrénéens, même si dans leur esprit c'est des hommes libres, ils le sont à moitié, puisque de toute façon, ils sont quand même liés par rapport à ces vieux contrats qui datent donc de Napoléon. Ils sont quand même liés plus ou moins avec l'État à des redevances. On payait d'ailleurs il n'y a encore pas si longtemps que ça des redevances, c'est-à-dire chaque usager devait payer en fonction des bêtes qui montaient, surtout des brebis, puisque les bovins étaient exonérés de cette taxe qui date de Napoléon. On payait une certaine redevance du fait de transhumer, quoi, hein. Et voilà, donc c'est un espace qu'on partage, et c'est vrai que les gens apprécient, je vois en discutant avec les randonneurs, ils apprécient nos Pyrénées parce que c'est un espace qui est dit préservé, quoi. Il est resté encore, alors peut-être à cause de la difficulté du relief, c'est vrai que les Pyrénées, c'est une muraille, on nous l'enseigne en géographie, c'est une muraille naturelle, hein. Alors c'est vrai que, à part des tunnels, les seuls cols pyrénéens, c'est pas forcément des cols faciles, c'est des cols emblématiques d'ailleurs. Et l'accès n'étant pas facile, c'est peut-être ça qui a fait que ça les a préservés d'une certaine façon. Après, c'est vrai que bon, il y a eu le tourisme qui s'est développé, des stations de ski, il y en a quelques-unes qui se sont développées dans les Pyrénées, mais on n'a pas eu cet afflux qu'il y a eu au niveau des Alpes en comparaison. En plus, on n'a pas les mêmes anneigements, on n'a pas les mêmes. Par contre, on a beaucoup plus d'espèces peut-être, hein, au niveau de la faune et de la flore qui ont su résister et qui ont su être protégées, parce que les Pyrénées sont déjà, elles, naturellement, des espaces qui sont protégés de par leur difficulté d'accès et de par leur relief. Voilà. Et donc tout ça, on le retrouve aussi à travers peut-être le Pyrénéen, qui lui reconnaît être dans des montagnes qu'il aimerait et qu'il souhaiterait préserver au maximum. Quand je dis préserver, c'est pas être non plus dans un zoo, ni être dans une réserve d'Indiens, c'est qu'il y a encore des activités humaines. Il n'y a qu'à voir les fromageries dans le Béarn, il n'y a qu'à voir les fromageries, même les vacheries qui sont dans la Haute-Ariège, enfin dans le Couserans. Il y a encore des techniques locales qui font que bon, il y a des savoir-faire qui n'ont pas disparu et qu'on souhaite perpétuer. Voilà. Et ça fait partie de notre héritage, de notre patrimoine pyrénéen. Et j'estime que c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, quoi, ne serait-ce que pour les générations futures. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une société en attente de l'authentique. Donc si cette société ne comprend pas ça, c'est qu'elle-même, elle n'a pas de repère, hein, je veux dire. Elle les perdra. Si nous on les perd, ça sera la première perdante aussi, quoi. La montagne, elle m'a comblé à tout point de vue, dans la mesure où, quand on sait que les bêtes peuvent être heureuses, elles peuvent manger à volonté, elles peuvent boire à volonté. Nous, on a des sécheresses épouvantables en bas dans les plaines depuis plusieurs années. Quand on sait qu'ici, bon, les Pyrénées sont toujours arrosées, il y a toujours eu de l'eau. Pour un éleveur, c'est un souci permanent de savoir comment faire manger ses bêtes, quoi. Nous, notre outil, c'est l'herbe. L'herbe, c'est la gestion de l'herbe. Et donc, c'est vrai qu'en montagne, on n'a jamais eu ce souci, dans la mesure où on sait que ce sont des réserves au niveau donc, de l'alimentation des animaux, quoi, hein. Et en plus, c'est une alimentation saine. Ça, c'est important aussi de le signaler par rapport à notre éthique au niveau de la production, parce que bon,
on sait bien qu'on va élever des bêtes dans des bonnes conditions, qu'on n'aura pas ce reproche parce que les gens sont de plus en plus exigeants au niveau de la traçabilité d'un élevage. Donc ils savent exactement ce qu'elles vont manger, ils savent exactement ce qu'ils auront dans l'assiette quand ils descendront et qu'ils dégusteront par exemple les agneaux qui sont vendus des fruits à la descente. Alors c'est vrai qu'il s'en fait de moins en moins des broutards, on va juste en toucher un mot. Et c'est dommage parce qu'en fait c'est des animaux qui ne sont pas revalorisés à leur juste prix, on va dire, parce qu'un broutard, il faut plusieurs mois pour le faire venir. Du jour où il va partir en transhumance et du jour où il va redescendre, il y a presque 6-7 mois qui va se passer, quoi. Donc c'est pas forcément rentable non plus pour l'éleveur, à savoir en plus que bon, en montagne, les conditions sont plus difficiles, c'est pas dit du tout qu'il redescendra, quoi. Donc, alors est-ce que le consommateur aussi est prêt à payer, disons, un surplus peut-être pour manger de la bonne marchandise? Là aussi c'est un problème parce que bon, il y a eu une certaine mode du bio. Nous, je pense que sans parler de bio, nos animaux sont certainement avant tout du bio, quoi, puisque de toute façon, ils ont subi pratiquement, à part un traitement peut-être qu'ils auront avant la montée, je veux dire, tout est ici est naturel, quoi. Hein. L'alimentation, elle est naturelle à la base. C'est le lait de la brebis et la flore de montagne. Donc, plus bio que nous, je meurs, quoi. Voilà. Et j'espère que peut-être un jour on s'intéressera justement à ces productions. Et c'est vrai qu'il y a eu des essais de travaux de faits, mais bon, c'est des travaux qui ne sont pas faciles peut-être à mener parce que c'est vrai qu'il y a aussi des esprits assez individualistes qui font que chaque éleveur aime bien vendre à qui il veut. Il y a des marchés qui se sont mis à des foires de descente qui se sont installés aussi, qui ont repris. Et c'est tant mieux parce que ça fait partie aussi de la culture pyrénéenne. Donc je pense que peut-être un jour il y aura des réseaux qui se créeront, je ne sais pas. De la vente directe qui se créera aussi petit peu de bouche à oreille. Bon. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben la profession n'est pas forcément impliquée et c'est peut-être pas non plus comment dirais-je, sa priorité, on va dire, en tant qu'éleveur. Sa priorité, c'est de produire avant tout. Et c'est vrai qu'on produit, on sait produire, mais on ne sait pas vendre souvent. Et ça, c'est peut-être malheureusement, comment dirais-je, une partie qui manquerait à l'agriculture hein, de tout temps, c'est-à-dire le marketing, le business, on ne sait pas faire quoi. On sait produire, on sait faire venir les bêtes, mais après c'est vrai qu'on est peut-être pas forcément bon pour ce genre de travail quoi. Merci.